Alors bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc à l'événement annuel du réseau régional des tiers-lieux. On a choisi cette année, comme chaque année on choisit un thème, la citoyenneté. La citoyenneté, c'était une évidence cette année. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte particulièrement de fragilité, d'instabilité. Et donc, aujourd'hui, au cours de la journée, la citoyenneté va être, on va dire, regardée sous toutes ses facettes, exprimée, illustrée sous toutes ses facettes par des acteurs de tiers-lieux. Mais vous aussi, vous êtes citoyens, des citoyens un petit peu particuliers, des citoyens élus, avec toutes les particularités que ça représente, d'engagement, de périodes au cours de vos mandats qui viennent altérer et rythmer, on va dire, vos actions, vos prises de parole. Il nous a semblé important que les élus puissent aussi s'exprimer. Il y a eu un premier plateau radio avec des élus. Je vais essayer de faire en sorte que ce plateau soit complémentaire au premier. Tout à l'heure, on a parlé de démocratie bouleversée, de perte de repères, d'inclusion, de rencontre dans la réalité, d'humanité, d'humanitude, de naturel, de mixité sociale, de faire ensemble, de partenariat. Voilà, ça vous met un petit peu dans le décor de ce que ces trois premiers élus ont pu nous donner comme, en tout cas, j'ai pu retenir comme mots-clés des échanges qu'on a eus avec ces trois premiers élus sur leur ressenti sur la vie démocratique actuelle, le paysage des acteurs, leur domaine d'action, leur profil. Et donc, j'aimerais du coup vous interroger et d'abord vous présenter. Donc, j'ai en ma compagnie Céline Skavenek, conseillère départementale, également engagée en tant que cigalienne depuis de nombreuses années, entrepreneur engagé avec du coup autour d'une solution zéro déchet. Et puis Brice d'Allongeville, vous êtes maire d'une toute petite commune, 521 habitants, je ne me trompe pas ? 530. Ah, il y a des communes de petite taille. Non, mais du coup, c'était chouette de vous avoir dans ce panel, dans ce tour de table où on a, pour avoir une représentativité la plus régionale possible dans ce panel aussi de prise de parole d'élus. Et vous êtes par ailleurs conseiller en stratégie autour justement des transformations de la ruralité. Monsieur Motte, Frédéric Motte, conseiller régional sur la troisième révolution, mais vous avez aussi plusieurs casquettes. Vous m'avez d'ailleurs appris un nouveau mot, d'anthrologue. J'ai découvert ce mot-là. Alors, d'anthrologue, est-ce que vous voulez bien expliquer ce que c'est un anthrologue ? Du grec dendros, les arbres, et donc c'est le passionné par les arbres. Voilà. Par ailleurs, brasseur de père en fils. Et puis, accessoirement, dirigeant d'entreprise autour des métiers de la tuyauterie, réseau de chauffage. Bon, donc voilà, j'ai une sacrée compagnie. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu positivement. Alors, je vous présente, si vous voulez bien, les quelques questions que j'aimerais qu'ils soient au cœur de nos échanges. Et puis ensuite, à tour de rôle, on les reprendra une par une. Ça vous va ? Alors, la première était, comment vous vous saisissez à des initiatives citoyennes, des idées des citoyens, des acteurs locaux, peut-être des acteurs de tiers-lieux, pour nourrir finalement votre pratique, vos décisions, les politiques que vous mettez en place. Deuxième question, à quel point ces initiatives et ces acteurs de tiers-lieux, elles ont une place à vos côtés ? Comment ça se joue, comment ça s'organise concrètement dans votre quotidien ? Et aussi de nous permettre finalement de repérer les liens, de nous livrer quelque part dans un contexte préélectoral où on est toutes et tous invités à l'action. Ce matin, on parlait de la coupure
dramatique et drastique que vont vivre s'il n'y a pas de changement dans le nouveau budget national les tiers-lieux, mais ce matin, il y avait également des représentants du mouvement associatif, il y avait des représentants de différentes fédérations. Donc voilà, finalement, nous indiquer quels sont les liens qu'on peut nourrir et construire ensemble avec les élus. Peut-être nous dire aussi finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans votre entourage, dans votre réalité, des acteurs avec qui il est plus facile ou au contraire des acteurs avec qui il est moins facile, et c'est quoi les codes, comment finalement on peut co-construire une relation avec les élus de manière à être dans la proaction et dans la proactivité aujourd'hui. Alors, je lui avais soufflé faire honneur aux dames, faire honneur aux femmes, et donc proposer à Céline Skavenek de bien vouloir répondre à cette première question, c'est-à-dire comment aujourd'hui vous, en tant qu'élu, vous vous saisissez de ces initiatives, ces idées que un bon nombre des gens qui sont ici présents aujourd'hui et qui représentent le réseau régional des tiers-lieux portent finalement. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Nous sommes ici dans le territoire où je suis élue, puisque je suis conseillère départementale du Nord du canton de l'Île 3. Donc nous sommes ici sur le canton de l'Île 3. C'est le territoire des quartiers est de l'île, donc l'île Fives, Saint-Maurice-Pelvoisin, Mont-Saint-Barreul et Hélène. Donc merci pour l'invitation et bienvenue sur le canton de l'Île 3, qui est un territoire finalement très bien doté en tiers-lieux, vraiment très riche en tiers-lieux, où il y a un foisonnement d'initiatives depuis de longues années déjà, et du moins sur la partie, peut-être plus la partie lilloise et lémoise, avec un peu plus de difficultés sur Mont-Saint-Barreul peut-être, mais ça peut changer prochainement. En tout cas, globalement, nous sommes sur un territoire qui foisonne d'initiatives. Et de ce point de vue-là, le rôle des élus, de mon point de vue, c'est de les accompagner, de les soutenir, de leur permettre de se déployer et aussi d'être vraiment en veille, à l'écoute de toutes les idées nouvelles qui émergent dans des thématiques dans lesquelles les élus sont parfois très démunis. Comme je vous ai dit, je suis élue du conseil départemental. Le département, c'est la collectivité qui est chef de file dans les compétences sociales. Donc l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, les personnes en grande précarité, la prévention maternelle et infantile, l'action sociale, les solidarités notamment. Donc je ne vais pas citer toutes ces compétences, mais on a beaucoup de choses autour de la prévention santé, de l'accompagnement des personnes les plus fragiles, les plus démunies, en situation de handicap, en situation de perte d'autonomie. Voilà. Et les politiques publiques telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles sont menées de manière obligatoire au titre de nos compétences, ne permettent pas de résoudre tous les problèmes, ne permettent pas de venir à bout de la crise sociale et aussi de la crise écologique, de la crise démocratique que nous subissons aujourd'hui. Et donc être à l'écoute du foisonnement et de ce qui émerge dans les tiers-lieux, c'est fondamental pour pouvoir justement identifier les bonnes idées et voir comment on peut les essaimer, les développer pour pouvoir mieux répondre aux besoins, aux attentes de la population. Et donc de ce point de vue-là, je vais vous donner un exemple très très concret. C'était pas une préoccupation première, il me semble, au moment de l'émergence des tiers-lieux, mais ça l'est devenu il y a quelques années, c'est la question alimentaire et la question de la précarité alimentaire. Il y a de plus en plus aujourd'hui de tiers-lieux qui font ce lien entre le monde rural, entre le monde agricole, entre la manière dont on cultive
les légumes, on cultive nos aliments, ce que nous mangeons de manière locale, de manière biologique par exemple, et la distribution de cette production alimentaire, y compris auprès des plus démunis. Et donc les tiers-lieux qui se préoccupent de la précarité alimentaire, du lien de l'agriculture jusqu'à l'assiette et la manière dont on cuisine de manière plus saine pour toutes les familles, dans les quartiers populaires notamment, eh bien, je pense que c'est venu en grande partie des tiers-lieux. Et aujourd'hui, au niveau des politiques sociales, au niveau des politiques publiques, on est en train de voir, par exemple, comment généraliser des idées comme la sécurité sociale de l'alimentation, des idées comme l'ordonnance verte qui permet à des femmes enceintes d'avoir des paniers de légumes bio pendant leur grossesse et après, pendant la vie des bébés. Enfin, vous voyez, c'est des questions très, très concrètes qui changent nos modes de consommation, qui changent nos modes de vie et qui sont venues d'idées émergentes dans les tiers-lieux. Et donc, moi, j'ai qu'un espoir, c'est que les tiers-lieux se saisissent d'autres champs des politiques sociales pour nous aider, nous, élus, à envisager les politiques publiques autrement. Je m'en tiens là pour le moment. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais... oui, merci beaucoup. Tout à l'heure, il y avait un mot une invitation qui nous était donnée en mot de la fin. C'est l'innovation permanente, l'innovation continue dans les tiers-lieux. Fabrice d'Allongeville, Frédéric Motte, est-ce que vous voulez prendre la parole ? Oui, merci pour l'invitation. C'est assez bizarre de se retrouver à parler avec des gens. Merci d'être devant nous, hein. C'est rassurant, parce que derrière, vous nous entendez, c'est bon ? Ah, super. Ok, c'est moins intimidant du coup. Alors, je suis content d'être là, mais moi, je viens de Picardie. Et ouais. Non, mais je le dis parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'intervenir comme ça sur une réflexion sur les tiers-lieux. Et je pense à la Picardie parce qu'il y a 3 grandes valeurs qu'on retrouve dans les cahiers de doléances, le corpus de doléances de 2018-2019 pour lequel je me bats depuis 6 ans, et qui sont l'expression des citoyens et citoyennes en France. Il n'y a jamais eu un corpus aussi important. Et il y a 3 éléments qui sont fondamentaux à garder en tête. C'est la proximité, la solidarité et la citoyenneté. Et en fait, à la question de savoir de quelle manière, votre première question sur l'engagement citoyen, c'est quoi la citoyenneté, etc., en fait, c'est ce qu'on essaye tous les uns et les autres de faire. Parce que tout le monde est de bonne volonté, globalement, tout le monde. Alors, mais on a quand même un élément qui est un peu très embêtant, c'est qu'il y a une forme de malheur national, un malheur politique national, mais moi, j'assume une forme de bonheur communal en tant que maire de mon village. Moi, ça fait 10 ans que je m'éclate, en fait. Je trouve que ce qu'on arrive à fabriquer aujourd'hui est extrêmement porteur de sens. Et le message qu'on renvoie, en tout cas moi je le fais au niveau de mon village, d'Auger-Saint-Vincent, sud-est de l'Oise, entre Crépy et Senlis. Donc j'ai donné une invitation, monsieur le conseiller régional. Je vous l'adresse aussi, je ne vais pas faire de... Venez nous voir. Et en fait, on sent que les habitants de la ruralité, de cet espace-là, sont en attente, non pas forcément d'un tiers-lieu, mais d'avoir un espace où on se retrouve et on fait du lien. Après qu'on vienne répondre à des besoins, c'est sans doute parce qu'il y a une dégradation globalement des services publics en milieu rural. Je vais parler que de là où je suis. Disparition de l'offre de soins, les maternités qui ferment, les perceptions, les effectifs de gendarmerie. Donc il y a un sentiment chez nos concitoyens qu'il y a une distanciation de plus en plus forte entre l'action publique et ce qu'ils attendent. D'où que je disais sur la proximité. La solidarité, on essaye de la faire vivre là où on est avec les moyens dont on dispose. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quand on a créé un café citoyen, un café associatif il y a 4 ans et demi, ça faisait 27 ans qu'il n'y avait plus de café dans le village.
80% des cafés ont disparu en 40 ans. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait, la façon dont on construisait la sociabilité, la solidarité il y a 40 ou 50 ans, elle ne se posait pas, en fait elle se faisait, parce que dans le village, il y avait 4 cafés encore à l'époque. Là aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc il faut se réinterroger sur quels sont les lieux de la sociabilité qu'on peut essayer de renouer. Et je rajouterai un élément pour être un peu provocateur, c'est que même le curé n'est plus là. C'est-à-dire que celui qui faisait aussi de la sociabilité de proximité va faire aujourd'hui 2 ou 3 messes par an dans l'église du village, quoi. Donc vous avez tous ces champs-là de la solidarité qui, possibles, hein, qui se sont effondrés. Et derrière reste la citoyenneté. La citoyenneté, c'est on n'est pas les sujets de quelque chose, on n'est pas les sujets ni du marché, ni de décideurs qui sont très éloignés de nous. Et quand on parle de citoyenneté, c'est reprenons tous la question politique au plus près du territoire et au plus près des habitants. Et moi, je vois comme le triptyque symbolique, et je vais vous le renvoyer en réflexion, entre ce qui a construit la République, qui était le triptyque, le curé, l'instituteur et le maire. Le curé a disparu, l'instituteur a disparu, c'est un professeur des écoles, mais il n'habite plus le lieu. Souvenez-vous qu'il y a encore quelques années, l'instituteur était le secrétaire de mairie, et le maire. Mais le maire, c'est quoi? Le maire, aujourd'hui, il a quasiment plus beaucoup de moyens, parce que symboliquement, son pouvoir, ses compétences sont transférées sur des structures plus éloignées, intercommunalité ou département, région, avec des régions de plus en plus grandes et des intercos de plus en plus grandes. Donc le repère symbolique du maire, aujourd'hui, dans un village, il est aussi critiqué. Donc vous avez ce triptyque qui s'est effondré. Mais pour un autre triptyque qui doit nous interroger, c'est ce qui se passe sur l'impact climatique, le dérèglement climatique, les questions de l'énergie. Et je suis content d'avoir quelqu'un de Rêve 3 à mes côtés, parce que la question de l'énergie, de l'autonomie énergétique de la commune, moi, elle m'interroge. On réfléchit aujourd'hui sur... alors, je vais le dire, mais je ne vous citerai pas le nom, parce que sinon, je vais me faire... en général, de projets d'agrivoltaïsme qui peuvent répondre à un certain nombre de questions. Mais ça m'intéresse beaucoup, en fait. L'autre élément dans cette réflexion-là, c'est le rôle du maire. Est-ce qu'il est assurément le représentant de l'État dans la commune, ou alors il doit exercer sa libre administration et d'accompagner des formes de transition et de mutation et de transformation de ce qu'on est capable de faire en proximité. Mais est-ce qu'on peut le réussir avec des tiers-lieux? Je le souhaite. Mais s'il n'y a pas de tiers-lieux, on va quand même le faire. Parce que sinon, je ne sais pas comment on va pouvoir se mettre en mouvement. Et le dernier élément qu'il faut apporter dans la réflexion, c'est les algorithmes. Si vous n'intégrez pas la question de l'algorithme et la façon dont ils sont construits et comment ils interagissent avec les décisions humaines, vous le voyez aujourd'hui avec le BHV qui vient de récupérer Chine dans son offre, il faut regarder les effets de la plateformisation et qu'est-ce que ça produit aussi dans la relation avec les citoyens. Est-ce que ce sont des citoyens ou est-ce que ce sont finalement des consommateurs qui sont influencés par les algorithmes qui viennent leur parler tous les jours? Et ça, en milieu rural, je le pose carrément comme ça, parce qu'habituellement, ce n'est pas de ça dont on parle. On va dire tout de suite, bon, on est question de mobilité. Mais aujourd'hui, nous sommes des ruraux urbains. Et dans cette question-là, ce que vous traversez, vous, dans un canton comme celui ici, donc en pleine urbanité, où la vision que la région peut avoir sur l'ensemble du territoire, il faut regarder des formes un peu en rhizome, en fait, et pas en verticalité. De quelle manière on est capable de travailler en souplesse, c'est-à-dire quand dans les grands programmes, des schémas d'intervention, il n'y a pas que les intercommunalités. Je regarde mon voisin de la région, il n'y a pas que les intercommunalités qui existent dans la vie, il y a aussi les communes. Donc nouer aussi des partenariats de proximité au plus près des habitants, ça va être une façon aussi de soutenir les communes rurales qui sont engagées dans ce mouvement qui est très important des tiers-lieux. Tu mets la barre haute déjà, tout le monde applaudit. Si vous le permettez, moi je voudrais intervenir sur deux points. D'abord la place du citoyen et puis après parler des tiers-lieux. J'ai donc en charge ce qu'on appelle à la région REF 3, qui est le diminutif de la 3e révolution industrielle. En fait, c'est le nom de code qu'on a donné à notre ambition de développement durable. Donc ce n'est pas un label que vous pourriez obtenir, c'est une ambition collective. C'est un étendard qui rassemble les femmes et les hommes, les institutions, les entreprises,
qui ont la conviction que les transitions énergétiques, technologiques, écologiques et sociétales, oui, ce sont des défis, mais ça peut être des opportunités. Et nous, on a l'ambition, en tout cas, d'essayer de réconcilier justement économie, écologie et emploi. Et on a décidé d'en faire le fil rouge du mandat. Alors ça, ce sont des déclarations d'amour. Après, il faut des preuves d'amour. Si vous prenez les délibérations du Conseil régional, désormais, dans 100% de nos délibérations, vous avez en bas un petit encart. En quoi cette délibération concourt un peu, beaucoup, pas du tout, à ces 4 transitions que j'évoquais. Et pour faire simple, parce on pourrait y passer plus de temps, mais j'ai coutume de dire que nous avons 3 défis à relever. Le premier défi, c'est celui du passage à l'acte. Je pense que, hormis de penser que la Terre est plate ou d'être un peu simplé, mais tout le monde a compris que là-haut, ça marche plus très bien, ça a des conséquences ici. Donc il faut bouger, mais comment je bouge? Avec qui? Pourquoi faire? Etc. Donc nous, on se dit comment on peut aider les acteurs, quels qu'ils soient, à passer à l'acte. Le deuxième, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber certains, mais notre souhait, l'ambition, je pense, collective qu'on doit porter, c'est si on veut justement faire cette transformation, il faut pouvoir massifier. Tant mieux si vous êtes extrêmement vertueuse, mais je ne pense pas que c'est vous toute seule qui allez sauver la planète. Donc c'est comment on peut massifier nos actions. Et le troisième pilier, qui est l'objet un peu de cette table ronde, puis de ces 2 jours, c'est la place du citoyen, l'appropriation citoyenne. Comment chacun, justement, est le colibri qui apporte sa contribution et qui va permettre cette massification. Je parlais peut-être un peu crûment, mais très souvent, la finalité de l'élu, c'est la prochaine élection, pas forcément la prochaine génération. Et donc, s'il n'a pas des citoyens qui vont lui dire hey, « Madame, Monsieur le maire, là, il faut que tu bouges », il va faire son bonhomme de chemin. Dernièrement, là, il y a eu quelques inondations dans l'Audomarois, dramatiques au demeurant. Des élus locaux absolument extraordinaires qui sont dévoués pour aider les populations, les héberger, etc. Mais il y a eu 2 manifestations que je vous résume un peu simpliste peut-être, mais les habitants, ils ont interpellé les élus. Madame, Monsieur le maire, c'est bien de nous aider à gérer les conséquences du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que vous faites pour les causes? Et c'est là où je pense on sera attendu. Et donc la place du citoyen, elle est extrêmement importante. C'est un peu frustrant pour un élu régional parce que nous, on n'est pas en B2C, on est en B2B. Nous, on n'est pas des faiseux, on est plutôt des accompagnateurs, des facilitateurs. Le B2C, c'est le maire, c'est l'entrepreneur, c'est le responsable d'association. Mais on veut être justement ces facilitateurs pour accompagner tous les projets qui vont aider à transformer la région avec oui, je le dis ouvertement, du courage politique. On commence à mettre de la conditionnalité dans nos aides. Madame, Monsieur le maire, si votre projet il n'est pas REF3, vous avez le droit de le faire, mais la région ne vous aidera pas. Terminé. On a un autre truc, on met de la bonification. Votre projet d'entreprise, il est super, parce qu'on a la conviction que c'est l'entreprise qui va créer les emplois et les richesses qui permettront la solidarité et non l'inverse. Donc on veut aider le monde de l'entreprise, mais votre projet, il est REF3, piouf, on vous met un petit bonus. Donc tout ça pour dire qu'on veut créer cet environnement et même si on n'est pas forcément en lien direct, le citoyen pour nous il a une place extrêmement importante, c'est même un des éléments de la réussite. Alors indirectement on soutient par exemple le réseau des Ripper Café, le réseau le plus dense de France, c'est ici, un petit peu les tiers-lieux, peut-être pas assez à mon goût, mais donc on essaye d'être ces facilitateurs. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir justement, c'est sur la mobilisation, l'association des citoyens. C'est amusant, on ne s'est pas concerté avant, on ne se connaissait pas, mais je porte souvent le même discours en disant de nos jours, l'Église, entre guillemets, le curé, il a disparu, les politiques, sauf le maire, et puis moi, et puis vous, madame, mais ils sont tous plus ou moins pourris, etc. On ne fait plus confiance. L'entreprise, sous toutes ses formes, quand elle est associative, ESS ou pas, peu importe, mais c'est un des derniers piliers stables qui permet à chacun de s'intégrer, d'évoluer, de se former, d'inclure, etc. Et on a besoin de ça parce que oui, notre monde, on est de plus en plus à la fois avec des comportements égoïstes, on est de plus en plus dans l'opposition. J'étais effaré, ça m'énerve ça. J'entendais une publicité à la radio et le commentateur disait « Et ce soir, nous aurons un affrontement entre monsieur Pierre et madame Paul ». Pourquoi tout de suite on a le mot affrontement? Ils ne peuvent pas dialoguer posément, essayer de trouver des solutions, mais la nature est ainsi faite. Et donc comment on peut essayer de faire émerger des lieux de rencontre?
Tu évoquais à juste titre tous nos bistrots qui ont disparu. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent. La métropole de Lille, pour me balader beaucoup dans toute la région, elle est un petit peu atypique. Elle est atypique pour deux choses. D'abord parce que dans la région des Hauts-de-France, on a une vraie culture du travailler ensemble. Donc c'est peut-être plus facile que dans d'autres régions. Et puis deux, on a une densité d'acteurs qui font qu'on a beaucoup de projets qui émergent, et tant mieux. Mais je le vois bien dans beaucoup de territoires ruraux, dans tout projet, on a besoin, entre guillemets, à un moment d'un entrepreneur, d'un leader qui va créer le lieu, qui va créer l'initiative, qui va aller chercher les sous, etc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de territoires où on ne trouve plus ce leadership, et donc on a des territoires qui décrochent. Et dans cette idée de passage à l'acte, comment on peut être facilitateur, moi je pense que le tiers-lieu a toute sa place. Et si je puis me permettre, ouais, il y en a à la fois pas suffisamment, mais vous n'êtes pas suffisamment visible. L'élu, faut être. Moi, quand j'étais maire, quand j'avais un habitant qui m'écrivait pour râler, je disais, bon, c'est encore un râleur, même si je lisais son petit mot, mais quand vous en avez 15 qui vous écrivent, vous dites, oula, monsieur le maire, je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, je trouve que les tiers-lieux font, en général, de ce que je peux observer, plutôt bien leur job, mais ne sont pas suffisamment acteurs de l'écosystème pour montrer que oui, vous êtes, moi j'en suis convaincu, une partie de la solution. Et donc, pour que vous soyez mieux associés, c'est peut-être plus facile dans une commune de petite taille rurale, mais dans notre écosystème régional ou au niveau de la métropole, ouais, comment vous émergez plus pour montrer, oui, nous on a notre place à prendre, on a notre mot à dire, on veut être acteur avec vous, élus. Le tiers-lieu, il a cette agilité, comme disait Céline tout à l'heure, que nous, on n'a peut-être plus dans nos structures, etc. Donc oui, on pourra gagner ensemble. Donc plus que jamais, le citoyen, il a toute sa place, mais il doit aussi la prendre. Merci beaucoup. Vous avez aussi du soutien. Dialogue. C'était aussi au cœur des échanges tout à l'heure sur le premier plateau. Reprendre le pouvoir au niveau local. Une place des citoyens et la place des tiers-lieux centrale. Mais alors du coup, ce lien, comment on le construit ? Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez une invitation à faire aujourd'hui aux acteurs des tiers-lieux et à tous les participants d'aujourd'hui pour y arriver ? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se positionner de manière aussi directe que les acteurs économiques. Et qu'il y a dans le monde de l'entreprise, finalement, des modèles de savoir-faire, de plaidoyer, de lobbying qui sont assez bons à reprendre. Faut pas rougir de la manière dont on travaille dans les tiers-lieux et de la richesse que ça produit, de la valeur que ça produit. L'emploi associatif a une part très importante dans notre économie. Ça produit de la richesse. Et ça ne produit pas que de la valeur, on va dire, marchande, économique. Ça produit aussi de la valeur politique, humaine, culturelle, en termes de transmission, d'éducation, d'apprentissage, de lien social. Et ça, c'est pas rien, c'est de la valeur et ça compte dans une société. Et donc, quand je pense à ça par rapport à la question que tu nous poses, parce que les acteurs économiques, et Frédéric Motte ne dira pas le contraire, et je sais que moi aussi, pour avoir créé une entreprise qui a bénéficié du soutien de REV3 à un moment donné, puisque j'ai été soutenue dans le cadre de l'accélérateur REV3 et de toutes les aides à la création d'entreprises que la région met en place pour ça, et qui est remarquable et qu'il faut absolument soutenir et maintenir. Mais donc on sait que quand les acteurs économiques ont besoin de quelque chose, ils viennent très facilement frapper à la porte des politiques pour demander, y compris en mettant à chaque fois dans la balance le nombre d'emplois qu'ils ont créés.
et les emplois ensuite induits par l'implantation de telle entreprise à tel endroit. Il y a énormément, plein d'emplois induits de tout ça et ça compte énormément, à juste titre. À juste titre, parce que en tant qu'élu, on doit être forcément à l'écoute de ça. Et moi, j'entends beaucoup moins souvent une forme de lobbying, de plaidoyer des tiers-lieux qui mettrait vraiment dans la balance la question de l'emploi, le nombre d'emplois créés ou à venir ou induits, etc. Et donc, il ne faut pas hésiter à se montrer fort et à reprendre effectivement un plaidoyer assez costaud, parce que l'emploi, ça compte, et au-delà de l'emploi, il y a tout ce qui est, toute la valeur ajoutée, tout ce qu'on appelle les externalités positives de l'économie des tiers-lieux, alors que parfois les entreprises ont surtout des externalités négatives dans la société, pour certaines en tout cas. Les tiers-lieux, beaucoup moins, il y a beaucoup plus d'externalités positives sur le plan social, culturel, éducatif, etc. Voilà. Et peut-être qu'il y a aussi un autre vocable et un autre indicateur que la création d'emplois, parce que tu évoquais tout à l'heure, notamment du point de vue du conseil départemental, le nombre de vulnérabilités. J'entendais tout à l'heure une forme de cri d'alerte d'une actrice de Calais qui s'évertue à tenir à bout de bras son initiative auprès de personnes en grande vulnérabilité. Et donc, je pense aussi que ce qui serait attendu, c'est peut-être que les élus n'attendent pas uniquement des indicateurs de création d'emplois, parce que même si ça définit souvent les personnes aujourd'hui, le travail, l'emploi ne doit pas être le simple critère de définition. Mais ça, c'est à vous de le dire, et c'est absolument indispensable, parce que je me permets de revenir, parce que il faut que les élus entendent que les nouvelles formes de travail, la manière dont le travail choisi, la manière dont on veut produire du lien social, de la valeur pour la société, etc. Il faut pouvoir l'expliquer et le mettre en valeur, justement, et pas uniquement la question de l'emploi de manière équivalent, temps plein, etc. On n'est pas obligé de reprendre les mêmes critères. Je le dis parce que là, on est menacé quand même par quelque chose d'assez grave dans le département du Nord. Le département est compétent en matière de RSA. Et donc, il y a énormément d'auto-entrepreneurs, de gens qui travaillent dans des tiers-lieux, qui ont le statut d'auto-entrepreneur et qui ont un complément de RSA. Parce que le statut d'auto-entrepreneur ne permet pas de générer un revenu suffisant, ou du moins pas à tous les moments de l'année, peut-être. Voilà. Et donc, il y a un complément de RSA, c'est un droit. Le RSA, on parle bien des droits sociaux. Voilà. Il y a une petite musique là, et c'est plus qu'une petite musique au niveau national, c'est ce que le président de notre département du Nord dit très concrètement et attend dans la réforme du RSA, c'est de pouvoir ne plus verser le RSA aux gens qui sont auto-entrepreneurs, ou du moins avec une limite dans le temps. C'est-à-dire, en gros, vous êtes auto-entrepreneur, vous tentez une activité, si au bout de plusieurs mois ça ne marche pas, vous allez prendre un emploi salarié, on arrête le truc et on arrête le RSA. Donc ça, c'est une vraie menace, justement, sur les conditions d'émergence d'initiatives, de nouvelles manières de travailler. Et il faut aussi pouvoir défendre cette possibilité de travailler comme ça et dans une société qui en a besoin, justement. Merci Céline. Fabrice, vous vouliez prendre la parole. Oui, alors je me souviens plus de votre question. Du coup, je vais vous donner ma réflexion. En fait, je trouve que les tiers-lieux en général, et je regarde ce qu'on fait nous aussi, je me mets dedans, c'est le syndrome des bons élèves en fait. Donc on fait tout bien, mais c'est pas nous qui faisons le plus de bruit dans la classe. Donc vous vous retrouvez avec des actions où médiatiquement sont portées. Elle participe au bruit médiatique national et on ne parle pas suffisamment des initiatives ou de ce qui peut être fait en proximité, en solidarité, etc.
Moi, j'étais au congrès à Bordeaux la semaine dernière de l'économie sociale et solidaire. Il faut quand même constater ce qu'on peut évoquer comme un effondrement du soutien à une organisation économique alternative qui est incarnée par l'économie sociale et solidaire. Alors que les impacts concrets de cette forme d'organisation sont vraiment extrêmement importants pour notre pays. Ce que je voudrais dire aussi, et il faut que je retrouve ma petite note, vite fait, c'est un petit peu pour prolonger ce qui a été dit sur, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est le rapport au temps. Pour enclencher de la correction ou de la transformation ou revenir à des pratiques qu'on a pu connaître dans le passé, mais que le phénomène un peu néo-capitaliste, je vais le dire comme ça, hein, de mise en concurrence en continu des gens, des territoires, avec un éloignement et puis une recherche de taille critique qui nous échappe, a fini par casser beaucoup de liens. Et quand on parle du lien, en fait, on se rend compte que nous sommes tous des êtres sociaux, on a besoin de nous relier, quoi, d'échanger, de discuter, de se toucher, de se comprendre, etc. Même si on n'a pas forcément la même opinion. Mais pour pouvoir rebâtir ça, il nous faut du temps. Ça veut dire que quand on porte une politique publique, que ça soit à l'échelon municipal, à l'échelon départemental, régional et national, on ne peut pas faire du stop and go. Ce n'est pas possible. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et il ne faut pas tomber dans le syndrome de la mesure d'impact. Parce que, je vous le donne de façon je l'ai expliqué ce matin, mais je vais le redire là. Dans le café citoyen, dans le tiers-lieu qu'on a mis en place, un tiers-lieu culturel dans mon village, depuis le début, 4 ans et demi, on avait dit aux aînés qui avaient pris l'habitude de se retrouver dans une autre salle du village, venez au café, jouez quand vous voulez, et vous serez bien accueillis. Pour venir faire les jeux de société, ils ont mis 3 ans, en fait. Donc si j'avais fait une étude d'impact sur l'option de mettre en place des jeux pour les retraités du village et que je l'avais mesuré 1 an et demi plus tard, on dit bon, on arrête. Alors qu'en fait, il a fallu être patient, et l'investissement patient est extrêmement important. L'investissement patient. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est-à-dire que moi, je plains mon voisin là qui est sur Rêve 3, parce que faire les transformations de cette nature-là, si on n'est pas soutenu politiquement, si on n'a pas la patience de la rentabilité financière, eh bien, comment vous allez pouvoir aller sur le champ de la transformation auquel on fait face, quoi. Donc, la dictature du temps et de l'hypertemps, maintenant on parle de ça beaucoup, de l'hypertemps, c'est vraiment un élément qu'il faut qu'on partage en se disant, les appels à projets, c'est peut-être bien, mais j'ai encore répondu à un appel à projet la semaine dernière, j'avais 3 semaines pour répondre à un projet qui aurait nécessité 3 mois de réflexion pour le mener, pour répondre de façon satisfaisante sur la plateforme démarche simplifiée. Quand je dis ça, c'est vraiment des points de tension réels qu'on a sur la mise en place de nouvelles politiques publiques, notamment en lien avec les tiers-lieux, une nouvelle fois. Et je terminerai par ça. Si les tiers-lieux sont de bons élèves et qu'ils ne font pas beaucoup de bruit, ce qui est extrêmement important aussi, c'est d'avoir une figure qui incarne ça. Moi, j'étais responsable du tourisme avant la fusion de la région pour la région Picardie. Le tourisme n'est jamais incarné de façon sérieuse au niveau gouvernemental. Vous n'avez pas un ministre de plein exercice sur le tourisme. C'est complètement dingue quand on y pense, parce que l'activité touristique en France, c'est un secteur marchand et non marchand extrêmement important. Et on s'en est rendu compte au moment de la crise de la Covid. Ça veut dire que pour les tiers-lieux, c'est un peu la même chose. Vous avez des formes de structuration et d'innovation qui sont très bien, qu'on constate les uns et les autres que ça fonctionne. Mais comment elles sont incarnées? Elles ne sont pas incarnées au niveau national, donc si ce n'est dans l'ESS. Et comment, je tends le bâton volontairement, et comment ça peut être aussi incarné, non pas peut-être au niveau national, mais au niveau régional, au niveau départemental? Parce qu'à ma connaissance, il y a très peu de conseillers départementaux identifiés, ou de conseillers régionaux, identifiés clairement avec des moyens suffisants pour porter une politique tiers-lieu. Donc, et je pense aussi, moi, comme j'ai des responsabilités au sein de l'Association des maires ruraux de France, je suis un référent tiers-lieu
mais je ne suis pas vice-président tiers-lieu. Vous voyez l'idée derrière? C'est-à-dire que si on est d'accord tous les uns et les autres que ce qui est en train de se mettre en place est extrêmement important, il faut qu'on assume derrière en termes d'organisation, un, l'incarnation, et deux, des moyens. Et si ce n'est pas des moyens directs, comment on assure la continuité de l'action sur le temps d'un mandat, au moins 6 ans, quoi. C'est ça qu'on a... Et vous allez interroger toutes les personnes qui sont investies dans cet univers. Pour lutter contre les burn-out, il faut mettre du temps et quand même des moyens, quoi. Sinon, ce n'est pas la peine. On parlait de l'innovation continue. On parlait de l'innovation continue, effectivement, ce matin. Je voudrais revenir sur la notion de temps, parce qu'elle me paraît extrêmement importante. L'ambition que nous avons avec Rêve 3, c'est de transformer les Hauts-de-France. On est complètement zinzin. Et tous les bouquins, toutes les stratégies, les discours, on dit pour transformer un territoire, c'est minimum 15-20 ans. Donc on est au-delà du temps de l'élection. Et je voudrais revenir sur une expérience qui est assez intéressante. Je vous invite à aller regarder si ça vous amuse. C'est le cas de la ville de Fourmies. Parce que Fourmies, ça fait 10 ans qu'il a commencé. Et c'est surtout pas une histoire politicienne, hein, regardez pas ça comme ça, mais le territoire, il était toujours rouge, puis un jour, les rouges sont tellement divisés, il est d'ailleurs toujours rouge, qu'il y a un bleu qui a été élu. Puis le gars, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, il a saisi l'opportunité de Rêve 3 et s'est dit, tiens, je vais bâtir toute ma politique avec une colonne vertébrale qui sera sur ces enjeux de transition énergétique, écologique et citoyenne. Et donc il a un tiers-lieu, il ne fait pas un projet sans associer les habitants, le quartier, etc. Et au début, c'est un peu ce qu'on fait pour l'instant, je pense à la région, c'est on jette des pièces du Pulse un peu partout dans toute la région. On en a déjà plus de 6500, ça commence à être pas mal. Et à Fourmies, c'est ce qu'il a fait. Et là, on a fêté cette année les 10 ans, et on voit que petit à petit, les pièces du Pulse se rassemblent. Et je peux vous garantir qu'il est en train de transformer son territoire, il va réussir. C'est pas encore gagné. Et puis après, il faudra toujours se battre. Hein. C'est comme quand vous faites du vélo, quand vous arrêtez de pédaler, c'est moins fatigant, mais on finit par se casser la figure. Et parce qu'à un moment, il y a un rendez-vous avec ses électeurs, c'est le principe de la démocratie. Alors que son territoire, il est toujours du bord opposé, je suis prêt à parier que le maire de Fourmies va être réélu au premier tour à 70%. Parce que les gens sont sentis entraînés dans une dynamique, il y a un récit, ils se sentent associés. Quand vous vous promenez dans la rue, l'ADEME a fait un sondage, 70% des gens connaissent Rêve 3 et 50% savent en parler. Combien de gens sauraient parler de ce tiers-lieu ici, ne serait-ce que dans le quartier? Et là, vous vous dites qu'il y a une appropriation citoyenne qui a réussi, mais c'est vrai, c'est du temps long. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on donne de la visibilité et de la lisibilité, et elle passe notamment par une visibilité financière pour qu'on puisse semer les petits cailloux. C'était les discours de Jean-François Caron à Los Angeles, en disant il faut montrer l'étoile là-haut, mais il faut qu'on puisse poser des petits cailloux tous les jours. Et puis un autre point sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est celui des indicateurs. Vous voyez, sur Rêve 3, on est en train de tous les ans, la loi nous impose de faire un rapport de développement durable. Donc on fait un rapport de développement durable Rêve 3 et on essaye de trouver des indicateurs pour chacune de nos politiques. Et donc oui, l'emploi à un moment peut être un indicateur, mais pas que. Et donc nous, ça va être aussi bien les gaz à effet de serre, les insertions sociales, le nombre de formations, cela. C'est comment on trouve la myriade d'indicateurs, justement, pour pas se focuser sur un seul qui risque d'être trompeur, parce qu'on va peut-être créer beaucoup d'emplois à un endroit, mais si on laisse tout tomber de l'autre côté ou on les a basculés, ça n'a pas fait avancer le bateau. Donc la notion d'indicateur, elle est importante parce que la démocratie est ainsi faite qu'à un moment, l'élu, il doit aussi rendre des comptes, et c'est normal et c'est sain, mais il faut qu'on puisse lui donner aussi tous les outils pour prendre la bonne décision. Moi, je vois quand je dois aller défendre le budget de Rêve 3 et dans toutes les politiques, oui, je suis preneur d'avoir ces indicateurs pour dire, regardez, on est en train de poser ces petits cailloux, c'est pas le moment de ralentir. Oui, effectivement, vous aviez l'exemple de Los Angeles en tête qui me venait pareillement. Ces personnes qui jouaient aux jeux de société, qui ont fini au bout de 3 ans par rentrer dans le café et venir jouer, comment le lien, est-ce que vous avez repéré finalement les ingrédients? Parce qu'on parle de choses assez fines, hein. On parle de ce maire de Fourmies qui a associé ses habitants, qui a permis que finalement ils savent parler du projet qui les embarque et qui les ambitionne. Vous, à l'échelle de votre village, est-ce que vous sauriez décrypter ces ingrédients qui ont fini par permettre qu'ils rentrent dans ce café citoyen, et aujourd'hui, est-ce qu'ils y sont toujours?
C'est dur ces questions-là, hein. En fait, je disais tout à l'heure, il y a la dimension psychologique, de la psychologie humaine qu'il faut intégrer quand même. Donc, et ça se chiffre pas, hein. C'est pas mathématique en fait. Et donc l'impact d'une disparition d'un café, d'un lieu de vie pendant 27 ans a fabriqué des nouveaux comportements. Donc combien de personnes dans le village, parce que je me pose toujours la question aujourd'hui, combien de personnes dans le village vont encore au café avant la création de ce lieu? Ceux qui vont au café, ils y vont pourquoi? Est-ce que c'est aller au PMU et jouer, ou alors c'est d'essayer d'aller rencontrer d'autres personnes? Donc je pense que la question est dans la réponse et dans la question. Après, c'est on va au café. Ok. Si je vais au café, je vais voir qui? Si c'est pour voir le voisin avec qui on ne s'entend pas trop, on n'a pas forcément envie d'aller le rencontrer, quoi, et le croiser. Qu'est-ce que vont dire les autres si je vais au café? Et quand je vais être sur place, de quoi on va parler? C'est ces questions-là, en fait, qu'il faut embarquer quand on ouvre ce type de lieu. Parce que je pense alors moi, je suis originaire d'une commune et j'ai un souvenir de gamin. Mes parents étaient commerçants, ils tenaient une coop dans un village qui s'appelle Cuvilly, à côté de Resson-sur-Bas. Vous voyez, c'est très situé. Et Carrefour Venette vient de s'installer. Alors ça remonte, hein. Donc j'étais minot, j'ai 59 ans, j'étais minot. Et je me souviens d'un échange de mes parents dans la cuisine qui, venant de découvrir que Carrefour avait mis en place du ramassage de clients en bus, mes parents disent « je crois qu'on est foutus ». Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bus et ils sont partis faire leurs courses. Bon, vous voyez l'évolution de la grande distribution. Et en fait, ce qui s'est passé sur 27 ans avec la disparition, que ça soit ici ou en ville, c'est exactement pareil. Vous allez rouvrir une boulangerie, mais vous devez parier sur la durée, parce que si vous n'arrivez pas à installer dans la durée l'offre, elle va se casser la figure. Et en plus, l'offre, il faut qu'elle soit de meilleure qualité que ce que les gens peuvent trouver ailleurs. Donc, vous embarquez avec vous beaucoup plus de difficultés, il faut embarquer plus de courage, et il faut pérenniser ça. Donc, dans le village, ce que j'observe encore, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent pas du tout dans ce lieu. Mais là, mais c'est pas très grave en fait, parce que l'objectif, c'est pas les plus anciens qui ne viennent pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir les gamins à la sortie de l'école prendre la manche de la veste de leur papa ou le sac de leur maman et d'aller acheter des bonbons au café qui est ouvert. Et là, on gagne en fait, parce que c'est des nouvelles générations qui vont embarquer avec eux un nouvel imaginaire sur qu'est-ce qu'ils vivent dans la commune rurale. Alors que nous, les anciens, ont embarqué que c'était fini, hein. La modernité a entériné l'exode rural et que la vie était dans la métropole et qu'à l'extérieur de la métropole, il n'y avait pas de salut. Donc c'est pour ça que moi je milite pour que des lieux comme ça, il y en ait dans toutes les communes. Et vous pouvez nous dire, avant qu'on conclue, qui finalement a participé à la création de ce café? Les habitants, en fait, le café citoyen, les habitants. Le café citoyen, c'est juste une étape dans une démarche qui a démarré il y a une quinzaine d'années, qui était de faire le pari qu'à travers une journée citoyenne, une fois par an, on était en capacité de mobiliser les habitants sur un objectif de prendre soin de tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire le domaine public, que ce soit la mairie, l'école, les espaces verts, etc. Et en fait, ça a marché. Ça a produit sur le mandat avant la Covid 275 000 € de retour sur investissement pour la commune. C'est gigantesque en fait, hein. Et sur le dernier mandat, avec l'impact commune, ça a baissé. On va être autour de 150 000 € de bilan sur la fin du mandat. Mais ce que ça a permis de faire, c'est quand on a ouvert, on a pris la décision d'aménager dans l'ancien presbytère un café citoyen, un café associatif. Et bien en fait, les gens ont suivi tout de suite. Ils se sont dit, bah oui, on est capable de le faire puisqu'on sait déjà faire beaucoup d'autres choses par ailleurs. Et là-dessus, on ne s'est pas posé la question de savoir, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Après, ils se sont retournés vers moi, ils m'ont dit, bon Fabrice, tu vas te démerder pour aller chercher les subventions. Mais c'est comme ça. Mais au-delà, c'est ouvert tous les jours, c'est géré par les bénévoles, donc les habitants du village, et ça marche. Okay. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens d'Auger ne sont pas plus extraordinaires que les autres. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire ailleurs.
Est-ce que Céline, oui, vous pouvez l'applaudir. Céline, un mot avant de conclure? Oui, moi je voudrais saluer ce tiers-lieu, ce café citoyen dans ce village. Effectivement, j'ai très envie de venir voir ce qui s'y passe, parce que je sais aussi, pour avoir, en tant qu'élu départemental, et avoir une petite vision d'autres territoires du département du Nord, du sud du département, notamment autour de l'Avesnois, des territoires plus loin de la métropole, loin des centres de décision, des territoires soit plus ruraux, soit désindustrialisés et qui ont beaucoup souffert. Et Frédéric Motte connaît ça très bien aussi. On sait que c'est beaucoup plus difficile de voir l'émergence de tiers-lieux, de cafés citoyens dans des petits villages que dans des quartiers urbains de la métropole. Donc on a bien conscience de ça, et en même temps, moi j'ai envie qu'il y ait des liens entre ces lieux-là et les tiers-lieux des grandes villes. Il faut qu'il y ait des liens entre ces structures qui permettent des liens entre les habitants. Je suis, comme beaucoup d'entre nous, assez effarée du clivage qui est de plus en plus... qui occupe beaucoup de place dans l'espace médiatique, du clivage urbain-rural. On a l'impression d'avoir des mondes irréconciliables et avec des populismes et la montée de l'extrême droite qui a un intérêt évident à creuser ces antagonismes. Et donc, à creuser ces antagonismes en renforçant dans un certain nombre de territoires une image du monde urbain qui n'est pas du tout conforme non plus à la réalité. Et donc il y a des passerelles, il y a des liens à créer. Ici par exemple, ils peuvent, dans un quartier comme Fives, à travers des tiers-lieux comme celui dans lequel nous sommes, mais à travers d'autres, et par le biais des AMAP, il y a aussi des liens avec les tiers-lieux à la ferme dans le monde rural. Et ça, c'est important. Donc, c'est des petits exemples qui comptent et qui doivent compter davantage. Une autre possibilité, une autre solution, je ne sais pas si vous l'avez envisagé ou pas, et si la région pourrait la soutenir, c'est de permettre d'aller travailler dans les tiers-lieux à la campagne par une politique touristique adaptée à ça. Alors ça se fait beaucoup aux Pays-Bas. Ça se fait beaucoup aux Pays-Bas dans le cadre du développement de politiques touristiques. On a... Pendant très longtemps, on pensait que le Nord n'était pas une région de tourisme, par exemple, et que les politiques touristiques, c'était les régions du Sud, au bord de la mer, ou de la montagne, mais pas forcément les grandes villes du Nord. Et puis, s'est développé un secteur touristique très florissant du city break et du tourisme urbain. Eh bien, aux Pays-Bas se développe beaucoup le workation. Donc le tourisme en semaine, c'est pas du tout passer un week-end pour visiter un endroit, mais le tourisme en semaine pour aller travailler. Parce qu'on est en télétravail et qu'on a 3 jours devant soi et qu'on a envie de quitter son lieu et d'être plutôt au vert, à la campagne, dans un tiers-lieu, loin des grandes villes justement. Et donc voilà, il y a des partenariats, des jumelages, je ne sais pas comment, mais des moyens de refonder ce lien urbain-rural à travers aussi une manière différente d'envisager le travail. Pourquoi pas, ça peut déboucher sur de très belles choses. Merci Céline. Un dernier mot. Un dernier, moi j'en mettrais 2, si vous permettez. Ce serait engagement et ténacité. Il faut de l'engagement parce qu'il va falloir créer tous ces univers. N'oublions pas que le citoyen, d'abord la population, elle va plonger. Dans les Hauts-de-France, on va perdre 600 000 habitants dans les 40 ans qui viennent, 600 000. Dans l'Aisne, moins 20%. Donc ça va revenir. Après, c'est le citoyen et le consommateur. Le citoyen, pour l'instant, il veut plutôt aller dans les zones urbaines.
Et le consommateur, je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai été horrifié hier devant le BHV, il y avait 500 mètres de queue. Hein. Donc on peut tous hurler, mais le citoyen consommateur, il a fait ce choix-là. Donc la ténacité, c'est il faut continuer à se battre. On l'a dit, c'est sur du temps long. Si on veut faire évoluer les habitudes, les modes d'organisation, de fonctionnement, de consommation. C'était François Gémen, qui est un des co-auteurs du GIEC, il regardait notre politique REV 3, qu'il cite souvent en exemple, parce qu'il dit au moins il y a un récit, etc. Il disait, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Oui. Est-ce qu'il en existe une autre? Non. Par contre, il faut tenir, alors peut-être à un rythme plus rythme, mais engagement et ténacité. Merci beaucoup. Oui. Je suis volontaire. Vous êtes témoin? Il est volontaire. Donc volontaire pour accueillir du télétravail. Du télétravail au Café Citoyen et dans le Saint-Auger. gîte. Nous avons 70 lits touristiques dans mon village. Donc on peut vous accueillir en séminaire pendant 4 jours, mais il faut payer quand même. Hein. Alors, je voudrais qu'on souligne la richesse de ces échanges. Et puisque les tiers-lieux, visiblement, sont des bons élèves, mais qu'on ne fait pas assez de bruit, j'aimerais que vous fassiez du bruit, s'il vous plaît, en l'honneur de leur participation.